causer quelques nuits blanches parce qu'on parle d'IA parfaite, hein, et IA parfaite, on rentre tout de suite dans les considérations métaphysiques. Je préfère la façon dont vous l'avez décrite au début, qui est l'IA idéale. Donc nous, on est dans un métier de la connaissance. Nous, donc un cabinet de conseil, on passe notre temps à manipuler l'information, à la collecter, à la synthétiser, à la contextualiser, à la restituer. Euh, et en fait, quand on utilise l'IA aujourd'hui, un des travaux qu'on doit faire, c'est prendre ces données, en extraire un sous-ensemble, parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés à traiter des masses de données trop larges. Donc, extraire un sous-ensemble, la soumettre à un moteur qui va être spécialisé dans la tâche qu'on veut lui donner, et ensuite lui donner le contexte dans lequel on veut l'utiliser, donc prompter, ou soit quand on veut être en conversationnel, ou faire un prompt si on veut créer un agent. Donc ça demande beaucoup de technicité. Ça demande des technicités de manipulation de data, ça demande des technicités de prompting. Il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Et l'IA idéale, aujourd'hui, c'est une IA qui nous permettrait de nous abstraire de cette technicité, qui nous permettrait d'accéder plus largement à toutes les données de l'entreprise, toutes les informations, toutes les connaissances. Pour nous permettre d'utiliser au mieux ces informations, ce serait une IA qui saurait comprendre le contexte en fait, de ces informations. Comprendre le contexte dans lequel l'information a été créée, le contexte de la propriété de cette information. Est-ce que c'est une information qui nous a été fournie par un client à un instant T? Est-ce que c'est une information qu'on a créée nous-mêmes? Est-ce que c'est une information qu'on a retrouvée sur Internet? Donc qui soit... qui ait vraiment une connaissance de ce contexte. Et puis de l'autre côté, pour l'utilisateur, que cette IA soit aussi en compréhension du contexte de l'utilisateur, donc quelqu'un qui soit à tel ou tel niveau dans l'entreprise, quelqu'un qui soit sur telle ou telle mission. Et donc, à partir de cette information, de cet accès large aux données, plus ces informations de contexte de données et ces contextes d'utilisation, puisse nous faire la meilleure réponse possible. Donc ça, c'est un premier point dans l'IA idéale, de pouvoir élargir en fait son champ d'utilisation de la donnée et son champ de compréhension de ce qu'on veut en faire. Le deuxième point sur l'IA et cette IA idéale, c'est une question de confiance. Aujourd'hui, les IA qu'on nous livre, elles sont faites par des acteurs, des grands acteurs. On sait qu'elles viennent avec des biais, on sait qu'elles viennent avec un entraînement sur un certain type de données, et on n'a pas les détails sur la façon dont elle a été conçue. Et ça, je pense que c'est une limite aussi à l'utilisation de ces IA. Et on aurait besoin en fait, d'avoir plus d'informations sur la façon dont les IA ont été créées, sur la façon dont elles fonctionnent, pour pouvoir ensuite lui laisser plus d'accès aux données. Et sur cette IA de confiance, un élément qui, moi, est important dans la confiance que je peux attribuer, que je peux donner à quelqu'un, c'est une capacité à dire « je sais pas ». Aujourd'hui, j'ai pas d'IA qui m'ait dit je sais pas. J'ai pas d'IA qui m'ait dit tiens, j'ai cette information, mais c'est peut-être pas la bonne, j'ai un doute. Voilà. Et donc ça aussi, je pense que c'est un élément de confiance qui serait intéressant. Ce serait des IA qui sont un peu moins sûres d'elles, un peu moins péremptoires, et qui nous disent tiens, là, j'ai un doute. Voilà deux éléments, à mon avis, pour l'IA idéale. Troisième élément pour l'IA idéale, et là peut-être qu'on se rapproche de la question sur l'IA parfaite. Je pense que l'IA, elle ne doit pas être juste en train de nous remplacer et de faire des choses à notre place. Elle doit aussi, et si elle comprend notre contexte, et si elle comprend, et si on est d'accord avec les biais qu'elle va apporter, parce qu'elle a forcément des biais, tout le monde est biaisé, et si elle a cette capacité à nous donner des incertitudes, elle doit aussi nous augmenter, elle doit nous faire progresser, elle doit nous rendre meilleurs. Voilà. Et moi, j'aimerais, dans cette IA parfaite, qu'elle à un moment, elle puisse nous dire bah, je ne vais pas te donner la réponse, va chercher plutôt là ou là. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose et que tu en sortiras comme quelqu'un de meilleur. Voilà. Donc, et ça, je pense que, je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure, dans le travail sur les compétences, que tous ces travaux en fait, augmentent les gens qui travaillent avec ces IA et leur donnent plus de valeur sur le marché du travail. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important.
et que j'attendrai de cette IA, entre guillemets, parfaite. Voilà. Et donc, à la fin, si on arrive à avoir quelque chose qui soit de cet ordre, je pense qu'on va créer une symbiose en fait, entre les humains, les hommes et les femmes qui travaillent dans nos métiers, notamment du conseil, et puis les IA qui vont les accompagner. Pour finir, je crois qu'aux échecs, il me semble, on a eu donc des humains qui se sont fait battre par ce qu'on appellerait aujourd'hui des intelligences artificielles. Donc, quand il y a des matchs, il n'y a pas match. Par contre, les intelligences artificielles elles sont battues par des humains qui travaillent en synergie avec des intelligences artificielles parce qu'on a des IA qui savent analyser très profondément et qui ont une technicité assez forte. Et on a des joueurs d'échecs qui ont cette intuition, cette créativité et qui vont pouvoir trouver le coup qui va faire basculer la partie. Et on appelle ça, je crois, des centaures. C'est ces couples humains-machines qui sont les meilleurs du monde aux échecs. Et je pense que c'est vraiment vers ça qu'on doit aller et tendre si on veut créer cette symbiose entre l'humain et la machine.